avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble donc jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Nous allons commenter l'actualité avec vous. 0826 300 300. Également le Facebook de l'émission, le Facebook de Sud Radio. On débat aujourd'hui avec Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour Virginie. Bonjour. Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour. Bonjour Valérie. Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, candidat à la mairie de Suresnes. Bonjour. Vous êtes PS, hein ? Non. Non ? Vous êtes quoi ? Je suis majorité présidentielle. Majorité présidentielle d'ailleurs. Mais vous n'étiez pas PS à un moment ? Je l'étais. Ah, vous l'étiez, d'accord. Non, mais Valérie, on a l'impression que vous débarquez, ça fait... Non, mais il y a deux fois entre-temps. Oui, mais je sais. C'est mais... le vieux monde, Valérie. Je sais, mais ça bouge tellement. Il y a tellement de choses qui bougent que voilà. Et on le attend. problème, c'est que le PS bouge plus beaucoup. Bouge plus beaucoup. C'est pour ça. Tout de suite, le couteau dans le dos. Sandra Regol ne devrait pas tarder à arriver, son secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Peut-être a-t-elle eu du mal à trouver une trottinette ou un vélo. On va en parler. On va évidemment parler de la grève. 800 000 personnes dans la rue. Syndicat 1, gouvernement 0. Qu'attend Édouard Philippe pour prendre la parole ? On va en parler avec vous. La mobilisation hier était massive. Est-ce qu'elle va durer ? Et puis, on pourra évoquer également le cas de Jean-Luc Mélenchon qui joue l'humanisme de Le Pen. Toutes ces questions. Alors, je reprends un peu ma respiration parce qu'on nous a offert des petites truffes au chocolat. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à parler. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule à chacun. Jackie, c'est un coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule, encore une fois, contre l'Inde. Vous savez que je suis très sensible au sujet plutôt féministe, même si celui-là n'est pas fondamentalement féministe au sens où on l'entend en France, pour dénoncer une fois encore cette culture du viol qui est ancrée dans ce pays. Moi, j'ai grandi avec tout un tas de gens qui nous expliquaient que l'Inde, c'était cool, c'était un pays de la méditation. Non, ce pays est un pays où la culture du viol est installée. Ce week-end encore, l'opinion publique indienne a été scandalisée par un viol absolument atroce. Moi, j'ai été scandalisé par ce fait divers qui s'est passé en 2012 et j'ai regardé sur Netflix la série qui a raconté le combat de cette femme chef de la police pour trouver les coupables de ce viol absolument atroce. Il y en a un en série, mais il y en a des dizaines de milliers dans ce pays et c'est absolument insupportable. Et je voulais le dire à nouveau. Et puis finir par un coup de griffe aussi. C'est vrai qu'en France, on a un peu tendance à conspuer la police en disant que parfois elle n'a pas forcément la culture de la victimation quand il s'agit d'accueillir des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Sans doute ne sont-ils pas parfaits, mais dans ce pays-là, la police s'en contrefout totalement de ce que la gente masculine fait aux femmes. Et voilà, je voulais le rappeler. Voilà, c'était non, mais c'est fait pour ça, ce début d'émission, pour pouvoir justement parler de choses qui nous ont peut-être échappé ou qu'il est bon de rappeler. Xavier, coup de gueule que je partage. Oui, coup de gueule sur les menaces par courrier anonyme reçues par les policiers et CRS. Donc on a eu plusieurs CRS qui ont reçu des menaces sur leur famille. Je cite le texte. À partir de maintenant, ce sera œil pour œil. Pensez à votre famille, vous qui laissez seuls les week-ends. Pour chaque citoyen blessé, ce sera un membre de la famille et des forces de l'ordre qui subira les mêmes préjudices et sans remords. Voilà, on est arrivé à un point où on menace, y compris maintenant les représentants des forces de l'ordre. Je pense qu'on est dans une situation anxiogène où il faut absolument condamner ces actes. Là, c'est pas anxiogène, c'est carrément violent. Non, mais mais je veux dire, il faut absolument condamner ces propos, condamner ces actes, bien sûr anonymes, hein, bien sûr. D'ailleurs, les syndicats ont demandé la plus grande fermeté. Il y a une enquête qui est lancée pour connaître les auteurs de ces menaces. Oui, Christophe Castaner a condamné les faits d'une extrême gravité. Peut-être qu'il va créer un observatoire c'était en référence à hier, à notre débat d'hier. Je signale Linda Kebab, qui est donc une policière très engagée, qui appelle ses collègues à continuer la grève du zèle à durée indéfinie, de jour comme de nuit, ni patrouille, ni mission non urgente. La PAF va continuer à contrôler avec minutie les passeports au départ et les contrôles routiers pédagogiques sans PV. C'est la grève du 6 décembre. Les policiers sont aussi en colère. Il faut le rappeler, qu'ils sont en première ligne et que, encore une fois, et depuis longtemps. Absolument. Depuis longtemps. Ouais. Virginie ?
Moi, c'est un petit coup de cœur, une fois n'est pas coutume, pour... Monsieur, vous êtes tous. Parlez bien dans le micro. Souvent, j'ai des petits coups de gueule, mais là, non. Ouais. Pour Vincent Lindon, dont j'ai entendu, presque par hasard, je dois le dire, un édito enregistré pour les Échos, qui s'appelle peut-être le contre-édito. Oui, ça s'appelle La Relève. Voilà, les Échos lui ont demandé de faire ce texte qu'il a fait et qu'il a enregistré et qui circule beaucoup en ce moment. Et j'ai beaucoup aimé la simplicité de son ton. Il dit que dans la rue, souvent, on le croise et qu'on lui dit « Bravo, vous êtes formidable ». Et il dit « Vous me confondez peut-être avec... les rôles que j'ai joués. » Alors, il cite 3 rôles, Welcome, La loi du marché et En guerre, qui sont des rôles dans des films un peu... engagés, militants à chaque fois. Et ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est bien sûr ce qu'il dit dans cet édito, mais le fait qu'il soit parfaitement raccord entre sa vie professionnelle et ce qu'il pense. Il a toujours choisi ses films de façon assez exigeante, des films d'ailleurs qui n'ont pas toujours été des grands succès publics. Il trace sa route sans trop faire le malin. Et d'ailleurs, dans cet édito, il ne fait pas le malin. Il dit « Je sais qu'on n'attend rien d'un saltimbanque, j'en suis un. Malgré tout, voilà, je mets ma petite pierre à l'édifice. » Je l'ai trouvé extrêmement sympathique. Et voilà, je voulais lui lancer ce petit coup de chapeau. Eh ben oui, alors il y a Claude Veil, qui est un confrère journaliste, qui lui a dit « On vous aime bien, Vincent Lindon, mais en 60 ans, votre âge, le pouvoir d'achat des Français a été multiplié par 5, l'espérance de vie a augmenté de 14 ans, les inégalités ont reculé, la dépense publique a augmenté de 22 points de PIB, le budget de la santé, pourcentage du PIB, multiplié par 3,5. Je continue, assez de passéisme. » Oui, enfin, moi, j'ai quand même en mémoire, même si... On ne peut pas dire que tout va bien, c'est voilà, sûr. Oui, moi j'ai en mémoire malgré tout ce qui s'est passé toute l'année dernière avec les Gilets jaunes, qui n'ont cessé de dire, nous on travaille, on n'arrive pas à vivre de notre travail. Et voilà, on peut contester, on peut avancer des chiffres qui font effectivement dire que notre pays se développe et se développe dans de bons sens, mais ce développement ne marche peut-être pas pour tout le monde. Et Vincent Lindon, il s'exprime au nom de ceux pour qui cette mondialisation, cette France qui va bien, ne parle pas. Et je trouve que c'est bien que les Gilets jaunes, il n'y a pas que les Gilets jaunes, mais ceux qui aujourd'hui ont l'impression d'être décrochés d'un mouvement qui effectivement va vers le mieux, et Vincent Lindon se fait leur porte-parole. Je trouve ça... Il est très engagé, ce que vous avez dit. En plus, c'est pas comme si lui, il faisait sa petite vie tranquille, peinard dans son coin, et puis tout d'un coup, il pousse des petits coups de gueule. Non, il est vraiment extrêmement... j'allais dire droit dans ses bottes, et je le trouve voilà. Non, j'aurais bien aimé que Sandra Regol soit là, parce que je voulais la faire réagir à ce qui s'est passé hier. 3600 trottinettes sabotées par l'association Extinction Rebellion, donc une association écologiste, pour dénoncer donc l'impact écologique et soutenir la grève contre la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il y a de plus... en parler, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il y a de moins de notre échange avec Sandra Regol, il y a plusieurs années sur ce plateau, et qui vantait, comme beaucoup d'écolos, l'économie de l'électrique. Et je lui ai rappelé ce formidable ouvrage que je conseille à vos auditeurs, qui est le livre de Guillaume Pitron sur le fantasme du tout électrique. Et elle avait reconnu qu'effectivement, le tout électrique, c'était sans doute une espèce de fausse image de la manière dont on devait se diriger vers le développement durable, parce que l'électrique est encore plus mobilisateur de carbone que les énergies carbonées. En tout cas, c'est ce que démontre avec force exemple le bouquin de Guillaume Pitron, qui a été plusieurs fois attaqué par des gens qui ne veulent pas qu'on communique là-dessus, mais étant journaliste et sachant comment on assure ses sources quand on fait ce métier-là, eh bien, il a prouvé son propos. Et c'est vrai que si ce sont des attitudes de la part d'Extinction Rebellion qui sont détestables, sur le fond, ils ont tout à fait raison, et c'est ce qui rend l'évolution de notre société assez préoccupante, parce qu'on pense que l'électrique va nous permettre encore une fois d'exporter notre pollution vers les autres. Ça va créer un espèce de sentiment d'être au bon endroit, mais ceux qui vont extraire les métaux dont on a besoin, eh bien, eux, ça va être de pire en pire. Et les batteries au lithium des trottinettes, et de nos téléphones et de nos avions, oui, absolument. C'est la catastrophe. C'est juste un exemple qui est assez hallucinant. Les Américains, dont on connaît leur capacité à aller se mêler des affaires du monde, aujourd'hui sont incapables de produire leur F-35, qui est l'avion de chasse et de guerre le plus efficace au monde, sans faire appel à des métaux dont seuls
les Chinois disposent aujourd'hui. C'est vous dire à quel point on est vraiment dépendant de cette... Sandra, j'ai dit un peu du mal de vous avant que vous n'arriviez. Non, je les ai profités. Voilà. Non, elle arrive à point nommé. Voilà, elle arrive à point nommé. Je disais que mon coup de gueule portait sur l'Extinction Rebellion qui a brûlé des trottinettes et des vélos hier au nom de l'écologie. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Ils les ont mises de côté. Ah bah non, ils les ont carrément brûlés. Je peux vous montrer les photos. Il y a un énorme. Ils ont massacré les QR codes. Ils ont mis le feu. Enfin, dans le genre écologie, on fait mieux, quoi. Alors, de ce que j'en sais, l'action, ça devait être. Oui, j'arrive à vélo. J'ai fait mes 10 km pour venir ici. Vous avez trouvé un vélo. Ils n'ont pas brûlé les vélos encore. Donc mais c'est le bien. mien, donc il fallait aller chez moi pour aller le chercher. Donc c'est normal. Non, l'action, ça devait être de mettre de côté toutes les trottinettes pour les substituer au marché. Et apparemment, il y a des personnes qui ont mis feu après. Mais je pense que ce sont deux actions dissociées. J'en mettrai pas ma main au feu sans mauvais parce jeu de mots. que Didier Maisto, qui était sur place tout à l'heure sur Facebook ou sur Twitter, a dit « J'étais là quand on a essayé de demander aux gens d'Extinction Rebellion où était le geste écologique de brûler du métal, des batteries au lithium, etc. et qu'il n'y avait pas vraiment... Enfin, de toute façon, la dégradation en soi, on a un petit peu de mal à comprendre. Ça n'a rien de vraiment écolo. De plus en plus violent. Au départ, il disait qu'il n'utilisait pas les réseaux. Dernièrement, dans les centres commerciaux, il y a eu une communication qui a été faite par le Centre national du commerce en disant qu'ils avaient massacré des locaux de commerçants à Italie 2 et ils ont fait des tags temporaires dessus, mais... Les tags temporaires, j'aime le concept de tags temporaires. Oui, bien sûr. Et qui les nettoie qui les nettoie en général, ce sont des femmes de ménage. Votre coup de cœur ou votre coup de gueule ? Sandra, c'est à vous. Oui, on a fini. Je suis désolée, je vous saute dessus. On va enchaîner sur un autre truc écolo, les mobilisation climat de ce dimanche. Alors, au milieu de l'actualité très chargée en mobilisation sociale sur les retraites, on en parle un peu moins. Donc, c'est l'occasion de rappeler que dimanche après-midi, on marche pour le climat. Oui, on marche pour le climat. Sous la pluie, il va pleuvoir. Dans le calme. Dans le calme, oui. Enfin, la dernière fois, c'était très calme. Ça n'a pas empêché des grenades de désencerclement d'atterrir sur des poussettes et des gens en fauteuil. Donc, on espère que cette fois-ci, ça se passera un petit peu mieux, effectivement. Très bien. On va se retrouver dans un instant pour parler donc de cette mobilisation massive hier. 800 000 personnes dans les rues un peu partout en France. 0826 300 300. Est-ce que vous avez manifesté ? Est-ce que vous continuez de soutenir la grève, donc qui continue au moins jusqu'à lundi en ce qui concerne la RATP. La SNCF a annoncé également que de nombreux trains étaient annulés tout au cours de ce week-end. 0820 300 300. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff qui recevra Jean-Marie Roire. Plus de 800 000 personnes qui sont mobilisées hier partout en France, sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Certains disent que le million a été dépassé. Est-ce qu'il faut s'attendre à un nouveau rendez-vous samedi ? Est-ce que la grève va durer ? Et puis cette question que je me pose, c'est qu'attend Édouard Philippe pour s'exprimer ? Pourquoi attendre mardi ? Alors déjà, revenons sur cette grève, démonstration de force pour les syndicats. Ils étaient là, ils étaient dans la rue, mobilisés. On a en ligne avec nous Jean-Marie, bonjour. Bien, je te remercie. Jean-Marie, il est occupé. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. Vous faites quoi Jean-Marie ? Attendez, j'ai le facteur qui vient de faut lui dire. Il n'écoute pas sur radio le facteur. Et on est débordés. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Sur la grève, oui. Ah ben mais il n'y a pas de problème. Pour les grèves, je vais vous dire. Oui. Il y a que quand on voit, il y a que les fonctionnaires qui font grève. Ceux qui veulent partir à 50 et à 55. Il y avait aussi des gens du privé apparemment hier. Oui, mais très peu. Et, les gens du privé, vous n'en voyez pas beaucoup qui vont quitter leur travail pour perdre c'est un peu la spécialité d'hier, c'est qu'il y a eu beaucoup du privé. Oui, il y a eu beaucoup du privé hier, nous dit Sandra Rogol. Ce qui fait que les chiffres deviennent si importants et qu'on est sur des chiffres qui dépassent les prévisions, c'est justement parce que le privé s'est énormément mobilisé, soit par la voie syndicale, soit de façon autonome. C'est-à-dire chaque personne à chaque endroit s'est mobilisée. Donc je ne sais pas pour vous démentir monsieur, mais en fait justement le privé s'est largement mobilisé hier et c'était la grande et bonne surprise de cette mobilisation.
Ouais. Qu'il y avait donc des gens du privé qui étaient là. Le 3 quarts du temps, on voit toujours la fonction publique en grève. Je vais vous dire... Non, attendez, laissez-moi parler. On vous laisse parler. Ils partent, ils ont des retraites spéciales. Hein? Ils veulent partir à 50 et 55 ans. Mais, il faut dire une chose, c'est calculé sur les 10 dernières années. Oui. Nous, le public, le privé. Nous, on nous tape sur les 25 dernières années. Oui. Et ils n'ont pas... Meilleures années. Ils n'ont pas de retraite complémentaire comme l'ARCOS et ainsi de suite. Et quand les caisses de la fonction publique commencent à être épuisées, on tape dans nos caisses pour qu'ils puissent vivre. Mais sauf que eux, quand ils partent à la retraite, ils partent pratiquement avec une retraite à taux plein. C'est-à-dire qu'ils partent pratiquement avec le même salaire. Moi, j'ai cotisé pendant 46 ans. C'est l'État qui complète. Faut pas parler pendant que... Oui, on vous écoute. Et au bout de 46 ans, je suis parti avec 1 200 € de retraite. Croyez-vous que c'est normal qu'une personne avec le même travail que j'ai fait dans la fonction publique, il va partir avec le double? Oui, non, mais c'est pas... Le double peut-être pas, mais... Le double peut-être pas. Virginie, vous direz... que les salaires dans la fonction publique, hormis les hauts fonctionnaires, les salaires dans la fonction publique sont quand même assez bas et souvent plus bas que dans le privé. Ouais, la mobilisation, alors il y en a qui m'engueulent en me disant vous dites 800 000, c'est dégueulasse de dire ça parce que la CGT a dit 1 250 000. Oui, 800 000 c'est le chiffre officiel. Donc on dit le chiffre officiel. C'est le chiffre le plus bas. C'est le chiffre le plus bas. Donc il n'y a pas de manipulation de ma part. J'ai bêtement pris le chiffre qui était officiel, voilà. Non mais donc Valérie, pour aller dans votre sens, depuis que le cabinet Occurrence s'est mis sur la place, quand vous regardez les chiffres de la CGT sur la dernière grande mobilisation, c'était 4 millions. La police disait 800 000 ou 1 million. Et là, étonnamment, la différence entre la police et la CGT depuis qu'il y a le cabinet Occurrence, une forme de concurrence, je ne sais pas si la concurrence en tout cas est bénéfique, eh bien les chiffres de la CGT se sont considérablement, on ne va pas dire réduits, mais ils sont un peu plus raisonnables. Mais l'ensemble des observateurs. Pourquoi vous dites qu'il y avait combien, vous, Sandra Rogol, hier selon... Je ne sais pas. De ce que j'ai vu passer, il y avait énormément de monde. Oui, mais ça ne veut rien dire, il y a énormément de monde. En fait, vous mesurez le monde qu'il y a dans une manifestation en calculant des blocs de 10 et en voyant quelle est la densité et combien de mètres vous avez. Entre 800 000 et 1,3 million, comment vous faites la différence? Je pense qu'on était plus proche du million que des 800 000, puisque maintenant la police... 800, sûrement 1 million. Puisque la police aujourd'hui cesse de donner des chiffres parce qu'ils étaient systématiquement supérieurs à ceux d'Occurrence. Donc ça commençait à être un petit peu problématique, sachant que la police a une petite avance sur le comptage des personnes qui sont présentes dans les manifestations et que je pense qu'on ne peut pas les suspecter de surévaluer le nombre de personnes qui y figurent. Donc juste Occurrence, n'a pas pu compter hier. Et puis dans la police, il y a des gens qui sont syndiqués CGT, donc ils ne vont pas accepter forcément de diffuser des choses. C'est un syndicat ultra minoritaire, c'est Alliance et UNSA qui eux-mêmes ont appelé à manifester. Les syndicalistes défendent l'intérêt des gens qui sont des collaborateurs de la police. Cette mobilisation réussie, on avait annoncé une mobilisation massive, elle a été massive, les gens sont descendus peut-être même au-delà, effectivement. Vous savez pourquoi Occurrence avait du mal à calculer le nombre de personnes? Parce que les visages étaient les uns contre les autres, tellement les gens étaient serrés dans toutes les manifs en France. Et du coup, comme ils calculent ça, moi j'ai entendu que c'est parce qu'ils étaient à un endroit, enfin l'endroit d'où ils étaient, il y a eu 2 cortèges et que les gens ont été obligés de partir dans des rues adjacentes. Ça calcule le nombre de formes visages. Donc quand vous en avez beaucoup, en fait, c'est pour ça que les chiffres sont faussés. Oui, mais comme la manifestation, en tout cas à Paris, a été un peu éclatée du fait de ce qui s'est passé à République, ça a été très... Enfin bon, on va pas faire une bagarre, une bataille de chiffres. On se retrouve dans un instant avec vos appels 0826 300 300. Cette mobilisation, comment le gouvernement va réagir? On vous attend. 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 800 000 à 1 300 000 personnes étaient dans la rue hier soir. En tout cas, vraie mobilisation.
Alors, qu'attend le gouvernement pour réagir ? Édouard Philippe doit s'exprimer mercredi. À votre avis, il se passe quoi ? Tiens, vous, Jackie Isabello, qui êtes communicant, il se passe quoi en ce moment dans la tête d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron ? Nekfeu disait qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes. On pourrait se demander ce qui se passe dans la tête d'Édouard Philippe. Il y a deux options. La première, c'était de dire, à l'inverse de ce qui s'est passé lors des Gilets jaunes, on va mesurer la mobilisation et ensuite on décidera des annonces. Deuxième scénario, c'est le gouvernement est pétrifié parce qu'il s'aperçoit que la stratégie qui a été mise en place jusque-là ne fonctionne pas, qu'en interne, ils ne sont pas du tout alignés sur les contours que la réforme doit prendre. Et moi, je pense en tout cas que l'impact des Gilets jaunes, de la crise des Gilets jaunes sur la mécanique qui avait été celle décidée par le gouvernement, c'est-à-dire de confier à Jean-Paul Delevoye une première série de négociations, d'élaborer à partir de ça un rapport remis, et ça devait être cette fameuse réforme. Au lendemain de la remise du rapport en juillet, Emmanuel Macron lui-même a balayé d'un revers de la main l'axe central de la réforme, c'est-à-dire l'âge pivot. Et à partir de ce moment-là, vous avez vu que tout et n'importe qui s'est laissé à avancer la manière de lire cette réforme. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une mobilisation qui, on en convient tous, a été massive, avec une réforme des retraites dont on ne connaît absolument rien. Oui, alors il y a ceux qui disent on n'y connaît rien et ceux qui disent on voit très bien ce qu'ils vont faire. Enfin, Mais exactement, la nature a horreur du vide. Si jamais vous avancez masqué ou vous n'avancez pas, vous savez très bien aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, avec le besoin de mettre du contenu sur le numérique, qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et un exemple, les syndicats ont extrêmement bien joué le coup, puisque n'ayant pas de réforme annoncée par le gouvernement, ils ont tout de suite mis sur les réseaux sociaux des outils permettant de calculer le gain ou la perte selon des choses qui n'existent pas. Et les gens ont été catastrophés d'apprendre, quand vous êtes professeur, qu'ils pouvaient voir leur retraite réduite de 30 ou 40%. Donc ils ont occupé ce terrain-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a une chose dont on est sûr, c'est que personne n'y comprend plus rien. Et si vous n'y comprenez rien, vous adoptez le principe de Martine Aubry, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup, et mécaniquement, vous vous retrouvez comme étant un opposant naturel là, à cette réforme non aujourd'hui, annoncée. on fait quoi ? Il y a une mobilisation massive. Virginie Leguet, politiquement, il y a eu beaucoup d'erreurs, on en a parlé hier, et là, aujourd'hui, comment le gouvernement peut et doit réagir ? Moi, je suis très surprise que, d'abord, le gouvernement, a étalé ses divergences depuis 3 mois de façon publique, créant une anxiété dans l'opinion publique dont il est totalement responsable. Et je suis très surprise que le gouvernement ait pris le risque de laisser la mobilisation se former comme elle s'est formée, parce que ça fait 3 semaines que c'est prévu, ça fait 3 semaines que rien n'est mis sur la table de façon vraiment claire, ça fait 3 semaines qu'on a l'impression que finalement ils se disent on va bien voir. Si ça marche pas, si ça marche, on va ajuster. Mais laisser un pays qui a déjà subi, je le rappelle, quasiment 8 mois de manifestations de gilets jaunes, 8 mois de doléances de Français qui n'ont cessé de dire on travaille, on ne peut pas vivre, on travaille dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui craquent, et il y a eu depuis, en dehors même des gilets jaunes, des tas de mouvements qui se sont provoqués. Alors je parlerai rapidement des hôpitaux où on dit on ne peut plus travailler, il nous faut de l'argent. Là, il y a un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. Moi, je suis très étonnée que ce gouvernement ait toujours l'air de fonctionner sous la pression, sans anticiper, sans prendre le problème de façon globale. Les gilets jaunes sont passés, il y a eu le grand débat qui finalement n'a été que des paroles. Il y a eu des mesures qui ont été lâchées, mais il n'y a pas eu de réponse réelle apportée à cette France qui ne cesse de dire ça ne va pas. Ouais. Et celle-là qui est aujourd'hui dans la rue et qui dit cette réforme des retraites, non seulement vous n'y comprenez rien, mais on n'est même pas sûr que ça soit une réforme juste, parce que je rappelle que la réforme des retraites a été lancée avec un mot, équité. Désormais, tout sera équitable. Et puis on s'est aperçu que finalement, ils allaient garder encore des réformes qui ne s'appellent plus des réformes des régimes spéciaux, mais des régimes particuliers. Alors ces régimes particuliers seront pour tous ceux qui portent l'uniforme, seront peut-être pour les enseignants qui pourraient souffrir. Voilà. Donc rien de ce qui a été réellement annoncé au début et qui faisait la pierre angulaire de cette réforme n'a l'air de tenir. Et c'est ça qui est particulièrement angoissant. On ne lance pas une réforme pareille si on ne la maîtrise pas techniquement. Et puis il y a un problème, et on l'a dit hier et on peut le redire aujourd'hui, il y a un problème d'émetteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je le vois aux commentaires de nos auditeurs, personne ne fait confiance à ce gouvernement.
gouvernement. Ils disent tous, on a tous compris qu'on allait se faire avoir. Quand vous dites on n'a pas bien compris, tous en tout cas, tous les Français disent rien, on va se faire avoir, Sandra Rogol. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et c'est un peu le problème. Et puis, c'est pas juste qu'on ne sait pas trop, c'est que les ministres se sont contredits les uns les autres. Absolument. Et à partir du moment où il y a cette espèce de dérive de contradiction, la seule chose qui en ressort, c'est qu'on se dit, non seulement on n'était pas très sûr du truc à point, on a vu dans d'autres pays que 20 ans après, la population le vivait assez mal, mais en plus, on a des ministres qui nous prennent un peu pour des belettes. Donc, ça fait ça. Après, il y a deux choses vraiment intéressantes. D'une part, les syndicats ont été plutôt cool finalement avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé 3 semaines en avance la mobilisation. C'est-à-dire qu'ils ont laissé au gouvernement le temps d'arriver à affiner sa copie. Si vraiment il y avait un projet des retraites un peu ficelé, un peu cohérent, eh bien, pendant ces 3 semaines, le Premier ministre aurait pu arriver, présenter une feuille de route et dire on peut avancer sur cette base-là. Au moins, voici le point de départ. Mais ce qui est très, très, très inquiétant, c'est que sur ces 3 semaines, à aucun moment, le flou n'a été levé. Pire que ça, quand Édouard Philippe s'est exprimé la semaine dernière, la seule chose qu'il ait fait, c'est donner des leçons de morale aux syndicats en expliquant qu'il ne fallait pas brutaliser, je reprends ces mots, le débat, que ces privilégiés qui faisaient une manifestation pour conserver leurs privilèges brutalisaient le débat public. En fait, non seulement c'est flou, mais en plus, il y a une tendance, quand ils se retrouvent acculés, à insulter la population. Et qu'est-ce que ça produit dans les sondages ? Eh bien, ça fait que le soutien à cette mobilisation, à cette manif contre les retraites, malgré les trains coupés, malgré les TER coupés, malgré les transports en commun coupés, prend 5% de plus en une semaine et atteint quasiment 70% de soutien dans la population française. Et on le voit. Alors, attends, les gens sont pas hystériques. Xavier, le soutien, moi je suis complètement d'accord. Il y a un soutien populaire massif, il n'y a pas de souci. Attendons l'approche des fêtes. Je ne suis pas sûr que le soutien, si les gens ne peuvent pas aller dans leur famille, faire leurs achats de Noël, je suis pas sûr que le soutien soit toujours va continuer comme ça. Oui, après, enfin, entre-temps, du 5, mettons, au 24 décembre, il y aura eu quasiment 3 semaines. Si la mobilisation dure 3 semaines, il y a de quoi se faire du souci. Il y a de quoi se faire du souci. La manifestation, elle était massive hier. Tout le monde le reconnaît, que ça soit 800 000 ou 1,3 million. Bon, c'est de toute façon un des mouvements les plus massifs depuis 2016, on va dire, depuis les lois travail, voilà. Depuis 95 même. Non, c'est moins que 95. J'ai regardé les chiffres ce matin. C'est moins que 95, c'est moins que 2010. Quel chiffre ? Ceux de la police ou ceux des organisateurs ? Les deux. 3 millions en 2010, on est 1,5 million. Au mieux. C'était comparé à 1,5 million. 1,5 million, c'est la fourchette haute. La fourchette haute. Donc, effectivement, c'est une forte mobilisation. Je pense que moi, j'appelle vraiment le gouvernement à faire de la pédagogie. Au bout d'un moment, ou à acter en tout cas, à décider les contours de cette réforme. Je sais que Madame Buzyn reçoit Delevoye et les partenaires sociaux lundi pour justement faire un point d'étape, on va dire, avant les arbitrages du Premier ministre. Mais il faut que les arbitrages arrivent vite. Enfin, comment ça arrive là, quoi. On en est là après 24 mois de concertation, enfin de discussion. Parce qu'ils ont eux-mêmes annulé leur réforme. Moi, j'avais écrit un texte il y a quelques semaines en expliquant finalement, alors c'était très intello, finalement je me dis mon pauvre ami, mais il faut que tu te calmes, en expliquant qu'ils avaient utilisé la technique de De Gaulle et Perfit à l'époque lorsqu'ils négociaient à la fin de la guerre d'Algérie, donc annonçant quelque chose et le président De Gaulle l'avait balayé d'un revers de la main. En fait, pas du tout. Vous avez vu, encore une fois, le président de la République, après avoir fait travailler Delevoye, l'ensemble des syndicats avaient reconnu la volonté de discuter de Jean-Paul Delevoye. Il était rentré extrêmement dans les détails. Le lendemain, Macron a dit non, l'âge pivot, ça ne va pas, ça fait peur à tout le monde. Vous ne pouvez pas faire travailler quelqu'un pendant plus d'1 an, le nommer ministre, et le jour où il est nommé, lui dire l'axe de ton rapport va pas du tout. Généralement, quelqu'un qui vous remet un rapport qui va pas, vous le nommez pas. Mais donc, à partir de ce moment-là, eh bien, tout le monde s'est senti la possibilité de dire tout et n'importe quoi. Et ne parlons pas de la clause du grand-père. La clause du grand-père qui est sortie dans le débat public. Et qui a été pareil, évacuée. Par l'exécutif lui-même.
et qui a obligé Jean-Paul Delevoye à dire, mais attendez, si la clause du grand-père est appliquée, il n'y a pas de réforme. Ma réforme est morte. C'est ça. Il faut voir l'état de dissension à l'intérieur de 3 ou 4 personnes qui étaient censées connaître le débat. Vous ne répondez pas à la question, il va se passer quoi? C'est pas la première fois qu'un rapport est comme ça enterré, contrebalancé. C'était le cas avec Borloo. En fait, ça devient... Oui, mais le rapport Borloo, il n'avait pas d'application particulière dans les médias. On a quand même des gens de La République En Marche qui vont partout dans les médias dire on est droit dans nos bottes. Mais et on ne lâchera pas. Où on va justement, c'est qu'il y a ce discours qui est maintenu, qui apparaît de plus en plus comme des éléments de langage, et vous voyez que le nombre de personnes qui continuent à porter ces éléments de langage de La République En Marche s'amenuise de plus en plus. Enfin, on a de plus en plus de mal à voir de nouveaux visages qui ont le même discours, ça se monopolise sur quelques personnes, et surtout il y a un effet de cascade, c'est-à-dire qu'après des promesses non tenues, quand on a réussi à fâcher jusqu'à la CFDT, jusqu'au syndicat de police, eh bien, à un moment donné, oui, il y a raison de craindre que si le mouvement s'enlise, ce soit les gilets jaunes ajoutés à la colère sociale, ajoutés à toutes les autres colères. Et donc là, le gouvernement est en train de jouer avec le feu, avec les Français, mais aussi avec la paix publique. Oui, parce qu'on voit le syndicat Alliance et UNSA Police qui fait paraître un communiqué de presse, fini le burn-out, en avant pour le blackout, le mouvement policier s'étend donc avec une mobilisation qui est demandée aux policiers. Xavier Covelli, vous voulez réagir sur la réaction du gouvernement? Ce qu'on sait en fait sur la volonté du gouvernement, c'est de mettre en place un régime universel, de garantir aussi... Mais qu'il est déjà plus, si on comprend leurs explications. Oui, mais le problème, c'est que tant qu'on n'a pas les arbitrages, voilà, les volontés, ce qu'on sait, c'est régime universel et c'est pérenniser un système qui, aujourd'hui, est déficitaire. On le sait tous, on a le Conseil d'orientation, le corps a annoncé 10 milliards d'ici 2025, donc on a besoin aussi de trouver quelque chose, et d'ailleurs tous les gouvernements... Même ça, on n'est pas sûr, ce matin, les premiers éléments qui sortent, c'est que finalement... on se laisserait peut-être un peu le temps et un peu plus de déficit et qu'on n'irait pas sur cet aspect... D'ailleurs, on peut s'étonner des prévisions extrêmement contradictoires du corps qui, pendant la campagne présidentielle, disait ça va aller, ça roule, qui 2 ans après dit ah non, ça va plus du tout. Et enfin... Donc le gros problème, c'est que va faire le gouvernement avec son partenaire qui est la CFDT. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une grande réforme des retraites ne peut se faire qu'avec un partenaire social puissant. Mais il en a plus. Il faut que le jeu de rôle soit bien construit. Et là, aujourd'hui, la CFDT, qui a vécu une époque très compliquée lorsqu'elle a soutenu la dernière réforme des retraites, parce qu'en interne, les partisans étaient contre, et notamment la base la plus dure. Donc Berger va sans doute dire à Édouard Philippe, moi je veux aller dans le sens d'une retraite à points parce que ça fait partie de nos engagements depuis 2010, mais pas dans ce contexte-là. Je veux pas que la CFDT soit vue comme étant le supplétif du gouvernement. Il l'a déjà dit. Au vu de la mobilisation qui va faire bouger le gouvernement encore plus fort en lui disant comment gérer le dossier. Je pense que c'est la volonté aussi de Berger de faire évoluer les choses et de pas céder sur tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'effectivement la retraite à points, je pense qu'on va y arriver. La garantie aussi des 85% du SMIC, quelle que soit la retraite, je pense que c'est aussi un point positif. La prise en compte des congés maternité, des stages, des apprentissages, tout ça va dans le bon sens. Le problème, c'est qu'il faut aussi cadrer le reste, parce que ça, c'est le point positif qu'on met en avant, mais il faut voir aussi les effets négatifs de cette réforme. Et aujourd'hui, même moi en tant que parlementaire, ça reste flou. Donc on n'a pas ces contours-là. Et donc moi je pense qu'il est nécessaire que vite il y ait un arbitrage du gouvernement sur ces questions, que la CFDT revienne dans le jeu, et d'ailleurs les autres syndicats, l'UNSA notamment, qui je pense qu'il est indispensable de reprendre le dialogue social et surtout qu'on arrive au Parlement avec quelque chose d'un peu ficelé. Le dialogue social, il dure depuis 2 ans. Le dialogue social, il n'a jamais été mais c'est pour ça qu'il faut le remettre. Tous ces syndicats ont quitté la table des négociations en se disant trahi. Le terme qu'ils ont utilisé, c'est trahi. Hier, la CFDT cheminot défilait dans les rues avec la CFDT métallurgie. Avec la CFDT métallurgie. En fait, il est très rare qu'un gouvernement arrive à fâcher à ce point des gens qui étaient sur le fond du système à points, des gens proches de lui. Et tous ces éléments-là concourent à dire que ceux qui se trament derrière cette réforme des retraites, que ce soit effectivement ces calculs du déficit,
qui sont à géométrie variable. Est-ce que vraiment on fonce vers un déficit global du système de retraite, sachant que la démographie est en train de s'inverser, c'est-à-dire que les boomers sont en train d'être remplacés par des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Les boomers, c'est pas terrible. Mais peu importe, en fait, c'est des boomers. Aujourd'hui, c'est plus des babies. Je suis vraiment désolée de le dire. Des adultes boomers. Voilà. Senior boomer. Et donc, il y a une nouvelle génération, un pic de natalité qui est arrivé. Et tout ça fait que peut-être on n'est pas dans ce déficit qu'on essaye de nous agiter sous le nez, comme si c'était la réforme ou le chaos. Et en fait, c'est la technique d'Emmanuel Macron, c'est toujours moi ou le chaos, ça suffit. Allez, on continue de débattre. Et cette question, la grève peut-elle durer, s'enraciner? On en parle avec vous, 0826 300 300. On aura Kevin qui voulait réagir sur la question. On vous attend sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, avec Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match, Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink, Sandra Rogol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, et Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine et candidat à la mairie de Suresnes. Est-ce que cette grève peut durer? En tout cas, jusqu'à lundi, les transports sont très sérieusement perturbés. On a Kevin en ligne avec nous. Bonjour Kevin. Allô, bonjour. On vous écoute. Voilà, je vous appelais tout simplement par rapport à la grève d'hier. Moi, je soutiens, et même par rapport au chiffre, c'est 800 000 et des poussières. Bon, moi, je pense plus que c'était vers les 1 million et des poussières. Pour moi, les chiffres du gouvernement, c'est pas trop crédible. Et après, sinon, par rapport à tout ça, moi, je travaille dans le secteur du bâtiment. Ouais. Nous, c'est un métier physique et tout. Alors, c'est précaire aussi parce que des fois, quand on est en contrat ou soit quand on est en intérim, déjà qu'avec la réforme du chômage, on va y perdre beaucoup. Mais là, avec la réforme des retraites, on aura quoi comme retraite? Des petites retraites. Ouais. Et celui-ci qui pondent des lois comme ça, c'est des députés qui sont assis toute la journée, qui produisent pas pour la société, qui servent à quoi? À penser qu'à leurs intérêts, eux. Moi, je trouve qu'ils produisent pas. Pourquoi ils pensent pas à leurs avantages à eux, déjà enlever leurs avantages à eux. Voilà. Bon. Vous posez la pénibilité, question, ouais. C'est une vraie question parce qu'Emmanuel Macron a commencé les hostilités en disant qu'on n'allait pas parler de pénibilité au travail parce que ça sous-entendrait que le travail serait pénible. Et en faisant ça, c'est beaucoup plus facile de dire ça quand on est dans un bureau plutôt que quand on est comme Kevin dans le bâtiment chantier, où on cumule les risques directs, la précarité et puis aussi les risques de pollution parce que sur du moyen et long terme, ce sont des personnels qui peuvent avoir des risques. Et aujourd'hui, c'est pas arbitré parce que justement, on revient dans le débat avec justement la prise en compte de la pénibilité et je pense que ça c'est indispensable pour le calcul des points et de la retraite, c'est indispensable de prendre en compte la pénibilité. Moi je voudrais répondre justement à Kevin parce que c'est un sujet que pour le coup moi je connais bien. Mon père a été maçon pendant toute sa vie, il a commencé à 15 ans à travailler, il vient de prendre sa retraite, il a 66 ans et il a 680 € de retraite hors complémentaire. Donc la réalité c'est que c'est aujourd'hui, même avant la réforme, les petites retraites, les artisans sont sacrifiés. On en fait des retraités pauvres maintenant. Donc effectivement, moi si demain cette réforme de la retraite, elle permet à des gens comme mon père, des artisans, des petits ouvriers, d'avoir au moins une garantie de 1 000 €, c'est une avancée. On peut. Dans le secteur de l'enseignement, c'est pareil. Ils ont des retraites qui sont à moins de 1 000 €. Dans le secteur de la santé, c'est pour ça qu'il faut garantir un minimum qui soit, je n'allais pas dire un minimum décent, parce que 1 000 €, ça reste quand même très peu pour vivre, et notamment en région parisienne, quand on voit les prix des loyers, mais dans 10 ans, ça vaudra combien, 1 000 €? mais attends, c'est indexé sur le SMIC. Oui, enfin, on voit que le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion publique. Vous avez vu dans les échanges qu'on a eus, on est plutôt, sans se gargariser, un peu plus informé que la moyenne parce que on y passe plus de temps que quelqu'un dont c'est pas le métier. La France est sans doute le pays dans le monde où le taux de pauvreté des personnes âgées est le moins
élevés. Oui. Ce dossier-là qui était très prégnant, très important il y a 30 ans, il a été vraiment réglé par rapport à ce qui se passe partout ailleurs. Sauf qu'ils aident aussi, maintenant ils aident leurs parents et ils aident leurs enfants. Mais dans la tête des gens, et donc c'est pas forcément on a l'impression d'être un pays sous-développé en matière de rémunération de la retraite une fois qu'on a passé 40 ans à travailler. Vous voyez, sans contester le fait que 686 € avant retraite complémentaire, comme vous l'avez dit, c'est pas très, très important. Mais on est persuadé que notre système est totalement injuste. Donc on sombre dans ce discours-là, et si le gouvernement veut expliquer que son projet est bon, et bien pour l'instant il ne peut pas y arriver compte tenu de ce qui s'est ancré dans la tête des gens. Vous n'avez pas le sentiment que quoi que le gouvernement dise, Virginie, mais la contre-performance du gouvernement est d'autant plus grave, me semble-t-il, que cette réforme qui avait été annoncée pendant la campagne présidentielle ne suscitait pas d'entrée une hostilité absolue dans l'opinion publique. Mais dans les sondages, ils sont favorables à la réforme. Mais il n'avait pas confiance à ce gouvernement. Qui avait compris qu'une réforme de la retraite s'imposait, que probablement il fallait peut-être travailler plus longtemps et qu'il fallait faire les choses. Donc les régimes spéciaux, ils sont partis, exactement. Donc ils sont partis d'une situation qui était plutôt favorable, et là ils arrivent avec le pataquès qu'ils ont eux-mêmes créé à quelque chose qui est indébrouillable. En plus, je voulais poser une question. Combien va coûter la remise à flot du système actuel? Parce qu'ils sont en train de dire qu'il va falloir augmenter les enseignants avant même de mettre en route le nouveau système pour que les enseignants puissent avoir des retraites qui soient à peu près... ou des salaires, parce que en soi, les enseignants sont mal payés en France. Augmenter les salaires des enseignants, qui c'est vrai sont très très mal payés par rapport aux autres pays européens, ça va avoir un coût. Mettre le système à flot avant de mettre en route le nouveau système, ça va avoir un coût. En fait, donc où vont aller les reflets de tout ce qui est au long de la vie. Vous disiez, on n'a pas d'inégalité si forte. Mais enfin, on n'a pas arrêté de parler cette année de ces agriculteurs qui toute leur vie gagnent 350 € par mois et qui en plus à la retraite n'ont presque rien. Vous ne pouvez pas dire que le système des retraites aujourd'hui est totalement ok. C'est bien pour ça. C'est bien pour ça, tout à fait. Mais je suis d'accord que ça arrive. Est-ce que je peux juste finir mes phrases? Merci. Et donc, il y a toute une partie de la population qui forcément est solidaire de ça et qui veut qu'on avance. Mais ça ne se fait pas au détriment de n'importe quoi non plus. Oui. Et on a beaucoup axé sur les 42 régimes je sais spéciaux. Non, sauf que 42 régimes de retraite. Pardon, je termine. C'est 42 régimes de retraite. C'est pas 42 régimes spéciaux. Il y a en France aujourd'hui 42 régimes de retraite. 42 régimes différents qui ne sont pas ce qu'on appelle des régimes spéciaux. Et donc, le gouvernement a voulu appuyer sur les régimes spéciaux en disant, regardez ces méchants fonctionnaires qui vous prennent tout votre argent, regardez comme c'est horrible. Et puis petit à petit, le travail d'interrogation de la population a conduit à s'apercevoir de qui sont les gens qui sont désignés par ces régimes spéciaux. Et les Français n'ont pas envie de saquer les policiers. Ils n'ont pas envie de saquer les infirmières, ils n'ont pas envie, et ainsi de suite. Et en fait, de cette manipulation qui est régimes spéciaux, qui dit vraiment, voyez les privilégiés, on s'aperçoit que oui, il y a des ajustements à faire, mais qu'en fait, tout ceci était une grosse manipulation de mots, et on commence à revenir un petit peu à la normale. Moi, ce qui m'étonne, franchement, c'est que j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne, s'est dit, bon, la réforme à points, c'est un truc dont on parle depuis longtemps, je vais la lancer comme ça va être formidable pour ma campagne. Il a été élu. Et après, ils n'ont pas mesuré l'ampleur de la réforme, la technicité de la réforme, les égalités qu'il fallait créer entre les uns ou les autres. Et là, j'ai l'impression qu'ils se sont pris à leur propre piège. Et la situation est d'autant plus grave que parmi l'électorat d'Emmanuel Macron, il y a des gens, alors je parle des avocats, mais les avocats font partie du socle dur qui a soutenu Emmanuel Macron. Il y a des gens qui se coupent de son électorat. Moi, à ce système, je suis totalement perdant. Les avocats ont une caisse qui est extrêmement excédentaire, et ils ont des retraites, ça dépend, mais ceux qui partent aujourd'hui, ils ont des bonnes retraites. Dans le nouveau système, ils auront des retraites qui vont incroyablement baisser et des cotisations qui vont doubler. Et surtout leurs réserves, ils ont peur et si ce système-là n'est pas... c'est tranché, ils ont déjà gagné. Le nouveau système pourrait être aussi injuste que le système actuel si ça continue comme ça. Allez, grève va durer ou pas selon vous? Pronostic? Mais écoutez, pour l'instant, ça a l'air de s'installer. Et ceux qui l'organisent sont plutôt ressortis déterminés et renforcés. D'autant que Laurent Berger a dit que dès que les choses seraient sur la table, si ça ne lui convenait pas, lui, par contre, il rentrerait dans la danse. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. On se retrouve lundi. Très bon week-end à tous.